Bienvenue sur Ici Éco. Le secrétaire général de l'Association des banques du Liban, Fadi Khalaf, a estimé que les défis auxquels sont confrontés les banques et l'État nécessitent une coopération étroite et des solutions innovantes. Il a insisté sur le fait que ni les banques ni l'État ne peuvent être tenus responsables pour ne pas avoir fait valoir leurs droits respectifs. M. Khalaf a appelé à des décisions audacieuses et des actions concrètes à prendre impérativement avant la mi-janvier 2025. À défaut, les banques pourraient envisager de porter plainte contre l'État, une démarche qui exercerait une pression accrue sur les actifs résiduels de l'État et risquerait d'entraîner des conséquences que ce dernier ne pourrait supporter. M. Khalaf a également averti que de telles plaintes de la part des banques locales pourraient perturber le statu quo et encourager les détenteurs d'obligations internationales à engager des actions similaires. Ces propos ont été tenus par M. Khalaf dans le préambule du rapport mensuel de l'ABL, intitulé Les euro-obligations et la période de 5 ans. Face à cette situation critique, il a insisté sur l'urgence pour l'État d'adopter des mesures sérieuses et immédiates, notamment en promulguant des lois qui préservent les droits des banques et des déposants. Il a également souligné la nécessité de renforcer le dialogue entre les parties prenantes, à savoir l'État, les banques et les détenteurs d'obligations, tant locaux qu'internationaux, afin de parvenir à des solutions justes et durables. Lors de cet épisode, nous examinerons le bilan de l'année 2024 sur les plans économiques, financiers et monétaires, tout en abordant aussi les principaux dossiers qui nous attendent en 2025 avec l'expert en économie et en finance, Nicolas Chichani. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et je vous souhaite un joyeux Noël. Merci Maurice et joyeux Noël à tous les spectateurs d'ici Beyrouth et j'espère que l'année 2025 sera fantastique. Espérons, mais voilà, il faut commencer par un bilan de l'année 2024. Donc, quelles ont été les étapes marquantes, au niveau économique certainement, de l'année 2024? Écoutez, l'année 2024 était une année distordue, comme on dit. Elle a commencé avec une petite croissance économique qui était très intéressante pour le secteur privé surtout et pour la croissance du PIB au Liban. On a vu les 6 premiers mois une croissance assez intéressante, malgré le fait qu'il y avait ce qu'on appelle la cash économie au Liban, qui complexifie, si vous voulez, la croissance. Il y a eu quand même une croissance économique, et les entreprises ont fait un peu d'argent, elles se sont développées, elles ont même recruté. Jusqu'à la moitié, on va dire. On était à un taux de 2 à 3%, à peu près. Jusqu'à juin 2024. Alors, il n'y a pas de chiffre exact parce que... Donc, les 2 premiers trimestres. Les 2 premiers trimestres. Juste après, il y a eu en fait le problème que vous connaissez, qui est la guerre du Liban, qui a commencé à augmenter en puissance et en tension. Et là, c'était la catastrophe, en fait. Le secteur économique a été touché de manière directe au Liban. Les entreprises qui n'étaient pas dans les régions touchées ont perdu entre 50 à 70% de leurs revenus, qui les a mis en danger pour la continuité de leur activité. Et bon, je fais partie du secteur privé LPSN. On a fait plusieurs réunions et certaines entreprises commençaient à réfléchir comment couvrir ces pertes. Est-ce qu'il fallait payer une partie des salaires, une petite partie, une plus grande partie, la totalité? Donc il y a eu des discussions. Et bien sûr, heureusement qu'il y a eu la paix qui a été signée et finalisée, parce que, à mon avis, la guerre aurait duré encore un mois de plus. Nous avons eu une catastrophe économique pire que la catastrophe économique de 2019 et 2020. Parce qu'en fait, nous étions au fond du trou et le seul secteur qui pouvait encore tirer l'économie vers le haut était le secteur privé, qui a été touché de plein fouet par cette destruction massive de valeur, value destruction, comme on dit en anglais. Alors, à ça s'ajoute bien sûr une destruction de l'infrastructure du pays à peu près à 25%, entre le sud, une partie de Beyrouth, et la Bekaa, qui représentait à peu près 25% du PIB, plus malheureusement
la descente aux enfers qui a suivi la grey list, la liste grise, parce que le Liban a été downgradé vers une liste grise qui complexifie en fait les transferts d'argent in and out, et donc qui va rendre le dollar encore plus rare dans un pays où l'échange était vraiment libre, sans aucun contrôle. Donc tous ces facteurs qui ont accéléré en fait la descente aux enfers se sont produits dans le deuxième semestre de 2024, malheureusement. Mais je touche du bois, parce que ce qu'on a vu les derniers 10 jours de l'année, c'est une rentrée massive de tous les expats, comme on dit, et qui sont venus et ils ont dépensé, qui ont dépensé, mais massivement. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. Non, ouais. Bien sûr que non. Mais c'est une dose d'oxygène, c'est ça? C'est une dose d'oxygène, on va dire, qui nous permet d'ouvrir les yeux. Qu'en est-il du taux de croissance fin 2024? Alors, malheureusement, l'économie a été touchée de plein fouet. Personnellement, j'estime... On parle de récession. Contraction, carrément. Une contraction. Pure récession. Ouais. Je pense que les pertes économiques, personnellement, je les évalue entre... Suite à 2 trimestres de récession, donc on est passé maintenant à une contraction. Complète. Et un problème de liquidité et de croissance. Donc c'est terrible parce que le coût de cette guerre, qui à mon avis aurait dû être réfléchi différemment, parce que quelque part ça a détruit tout le Liban, pas uniquement le sud, a coûté à peu près, à mon avis, 35 milliards de dollars. Oui. On parle parce que les chiffres officiels tournent autour de 10 milliards, de 11 milliards. Les 10 milliards, c'est aux alentours de septembre, plus c'est le rapport en fait, international de la Banque mondiale. Jusqu'en septembre. J'ai vu les statistiques, c'est jusqu'à septembre. Mais expliquez-moi ces 35 milliards. C'est très facile. Jusqu'en septembre, on a 8 à 10 milliards. D'accord? Septembre, octobre. On parle de pertes directes et indirectes. Non, direct. Seulement direct maintenant. Direct, on va parler de pertes directes. La Banque mondiale estime les différentes pertes entre l'infrastructure, l'agriculture, l'économie, etc. Jusqu'à mi-septembre. Oui, mi-septembre. Avant fin septembre, 27 septembre. OK? D'à peu près entre 8 et 10 milliards de dollars. D'accord? Puis il y a eu octobre, qui était plus destructif que septembre. On va ajouter 10 milliards. C'est mathématique. Donc on arrive à 20. Comment on monte à 35? Le problème, c'est que quand on détruit une économie, pour la reconstruire, il faut 3 ans au moins, pour la remettre à pied. Et donc, il y a ce qu'on appelle une opportunity loss of revenue. Les coûts d'opportunité. Oui, les coûts d'opportunité dans le revenu et dans la croissance, qui vont durer 3 ans. Et si on estime que le Sud, la Bekaa et une partie de Beyrouth représente 25 à 30% du PIB, notre PIB était entre 18 et 21, on ne sait jamais comment ça bouge. C'est 3 milliards fois 3, 9 milliards, vous ajoutez à 20 à 25, vous êtes à 30, 35 milliards sans aucun problème. Et c'est très grave. Donc, en plus de la crise économique, nous avons eu en fait cette chute de création de valeur, voire une destruction de valeur. Une des rares destructions de valeur s'est produite en 1929 dans la crise économique américaine. Deuxième en 2019-2020 avec la crise libanaise où les déposants ont perdu 150 milliards de dollars. Et maintenant, à peu près 35 milliards de dollars. Imaginez un autre pays que le Liban, qu'est-ce qui serait passé? On tient toujours, parce que le Libanais est fort, parce qu'il y a une résilience, parce qu'on y croit, on se bat. C'est résilience ou adaptation? C'est les deux. C'est différent. Ce sont les deux, c'est totalement différent. Le Libanais s'adapte et tient. Et tiens, c'est pour ça qu'on est toujours là, en train de parler. Mais malgré tout. C'est pas aussi positif? C'est pas positif, non, certainement pas positif. Je vous assure, si on avait la force de tenir et d'être résilient dans une croissance économique, on fait des merveilles. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Comment évaluez-vous les actions du gouvernement Mikati sur le plan économique en 2024? Alors, moi, je suis très déçu, en fait, de l'action du gouvernement Mikati, pour plusieurs raisons. La crise économique est là depuis 5 ans presque, et rien n'a été fait. Je ne sais pas si
vous pouvez me citer une seule action qui a été faite pour créer de la croissance. Ni une action pour aider le secteur privé, ni une action pour créer la confiance, ni une action pour restructurer le secteur bancaire, pour soutenir une croissance du PIB, ni une action pour essayer de trouver une solution équitable pour les déposants. Dans notre Constitution, il y a la notion d'équité et d'égalité. Okay, et il nous faut les deux. Rien n'a été fait. Que des plans qui colmatent en fait des trous et qui en fait créent une destruction massive de valeurs. Il faut bien se rappeler sur le compte des uns, sur le compte des autres. La proposition aussi, ou bien l'annulation des fonds des déposants aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui, donc la catastrophe dans le cadre du plan qui a été lancé et qui a été approuvé aussi par ce gouvernement. Oui, tout à fait. Le plan qui a été approuvé par ce gouvernement fait un haircut sur les déposants de 80%. Il y a eu 4 plans, dont 2 officiels. Okay, et les 4 plans utilisent le même principe. Aujourd'hui, nous avons un problème de dette à l'État, nous avons un problème de dette entre la Banque centrale et les banques, et nous avons un problème de dette entre les banques et les déposants. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'argent des déposants, les banques s'en sortent, les banques centrales s'en sortent, et l'État s'en sort. Ouais. Et c'est très grave, parce qu'en fait... Cette approche a bien commencé avec le gouvernement de Hassan Diab. Hassan Diab, puis... Avec le fameux défaut de paiement. On va en parler de ce Certainement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. S'ils veulent créer un pays, il y a une seule chose à faire. Toutes les actions des gouvernements du monde se focalisent sur un point, qui est le pouvoir d'achat. Quand vous tuez le pouvoir d'achat, il n'y a jamais de croissance, parce qu'il n'y a jamais de consommation. Donc, il est temps que les gouvernements successifs qui vont venir, et j'espère qu'on aura un gouvernement, on va dire, éclairé dans les prochaines semaines, qui vont permettre d'augmenter le pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat est très important, ainsi qu'une justice, parce qu'il n'y a pas eu d'accountability. Les banques ont fait des problèmes, des déviations économiques, il n'y a pas eu d'accountability, la Banque centrale aussi, et l'État. Vous connaissez quelqu'un qui a été accountable? Moi, je n'en connais pas. Revenons au défaut de paiement. Oui. Est-ce que durant 2024, on a continué à payer la facture de ce défaut de paiement? Le défaut de paiement sur... qui a été annoncé ou bien qui a été approuvé par le gouvernement d'Hassan Diab au niveau des eurobonds. Ok. On va parler 2 minutes des eurobonds. C'est une chose inacceptable. Sans plan, non, il faut être fou pour faire ça. On avait 32 milliards de dollars, maintenant ils sont, pense, 39 avec les intérêts. 32 milliards de dollars en monnaie étrangère, la Banque centrale n'a pas d'imprimante de dollars, il ne faut pas l'oublier ça. Donc en monnaie étrangère, on fait un défaut, c'est une irresponsabilité, c'est un crime financier. Quel a été le coût? Parce que, non, pas le coût seulement. Ça a mené à une dévaluation directe de la monnaie libanaise. Et on en souffre jusqu'à maintenant, on va en parler tout à l'heure. Le coût a été direct. Les banques ont perdu 15 milliards qui sont l'argent des déposants. Pour gagner 3 milliards de dollars d'intérêts et ne pas les payer et gagner une année pour restructurer la dette dans le futur, comme a fait la Grèce sur 30 ans, et sortir de la crise, au mieux, ils ont préféré faire un défaut. Les banques ont perdu 15 milliards, la Banque centrale a perdu 5 milliards, et bien sûr, les déposants ont perdu 2 milliards. La totalité, 15 plus 5 plus 2, ça fait combien? 22 milliards de dollars. C'est l'argent des déposants, puisque la majorité de la dette en eurobond était interne. Donc, vous voulez me dire que le coût était de 22 milliards de dollars sur l'argent des déposants. Les déposants. Parce que les banques ont acheté ça de l'argent des déposants. Ils ont pris des provisions internes chez eux, mais l'argent des déposants, la Banque centrale aussi a acheté 5,2 milliards, et les déposants direct 1 à 2 milliards. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Juste une petite parenthèse concerne 2025 et les échéances au niveau des eurobonds. Voilà. On a remarqué, le jour où il y a eu la guerre au Liban, l'entrée de l'armée israélienne au sud du Liban, le jour même, les eurobonds ont augmenté de 2 cents, de 6 à 8 à peu près. Puis après, elles sont montées de 8 à 10, 12, ça a touché 14,5, puis c'est un petit peu bougé. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, les gens ou les créditeurs extérieurs, parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui ont la majorité, ils ont acheté des banques et de certains déposants des eurobonds à un prix très bas. Donc aujourd'hui, les créditeurs extérieurs comme BlackRock, Fidelity, etc., d'accord, ont à peu près aux alentours de 15 milliards, si ce n'est plus intérêt. Ce qui est très grave parce que c'est plus de 50% de la dette. Et suivant le prospectus, ils ont un petit contrôle déjà sur la dette, parce qu'ils détiennent
50 plus % de la dette. Et ça, c'est très grave. Il faut que le ministère des Finances regarde ça de très très près. Je les appelle à voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des gens qui savent que dans le monde entier, les eurobonds sont restructurés aux alentours de 20 à 25 %. D'accord? Donc, pour pouvoir commencer à négocier, vu qu'il y a une échéance en mars pour payer les intérêts, soit on lance un procès pour récupérer son argent, soit les créditeurs ne lancent pas leur procès et ils perdent leurs intérêts. D'accord? Pour négocier à une valeur hausse, ils ont essayé d'augmenter le prix du eurobond. Les gens disent eurobond, eurobond. Non. Si on regarde le volume, et j'aime bien être clair, le volume des transactions, il est minime. Mais il avait pour objectif d'augmenter le prix. C'est comme si vous aviez 100 voitures, d'accord? La voiture coûte 5 $, mais 2 de ces voitures ont été achetées à 10. Est-ce que les prix des 100 valent 10 chacune? Non, c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est une manipulation du marché. Et j'invite encore une fois le ministère des Finances à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des grandes banques internationales qui achètent et qui vendent. On ne va pas citer des noms, d'accord? Ils sont connus. Pour augmenter le prix de 6 cents à 10, 15 et commencer à négocier à 15 cents pour pouvoir récupérer le maximum de cet argent. Alors que le volume est très bas. Donc c'est une manipulation de marché, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que le prix du eurobond est de 14% aujourd'hui. Donc attention s'il vous plaît. D'accord. C'était clair? Oui, vous êtes clair, certainement. Au niveau des finances publiques, Okay. où en est-il le Liban en cette fin d'année 2024? Il y a eu un budget déjà très douteux qui n'a plus aucun sens. Okay? Je ne comprends pas comment on peut le maintenir. C'est de l'irresponsabilité. C'est pour ça que le gouvernement aujourd'hui est invité à retirer. Il faut retirer le budget et recréer un plan économique basé sur une équation de Marshall. Un plan de Marshall. Attendez, on ne peut plus rester comme ça. Même on n'est pas devant un papier comptable ici. C'est une aberration. C'est une aberration. Oui. Il y a eu destruction de 35 milliards de dollars dans la valeur de l'économie. On fait un budget avec des revenus hypothétiques qui n'ont aucun sens sur la collecte des taxes et de la création de revenus Personne ne peut payer aujourd'hui. Mais comment ils vont... Par contre, les dépenses continuent. Ça, c'est un gros problème, parce que si les dépenses continuent... Donc, on est devant un déficit qui... le déficit va augmenter. Comment on va le fermer? On va imprimer de l'argent. Oui, parce qu'on ne peut pas s'endetter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le cycle de 2019, on va entrer dans le processus, et il va y avoir une dévaluation. D'ailleurs, on va en parler de ça tout à l'heure. Regard vers 2025. Donc, quels défis attendent le Liban en 2025? Écoutez, Anna, pour moi, 2025, c'est l'année de la transformation. Il y a une opportunité que nos politiciens doivent saisir. Ils ne peuvent plus, on ne peut plus être blanc ou noir, il faut être constructif. Constructif pour construire un Liban. Il y a un alignement de planètes. D'ailleurs, en réalité, en janvier, je ne sais pas si vous êtes les planètes du système solaire sont alignées pour la première fois. Il y a un alignement d'opportunités, on va dire, au Liban, qui vont permettre, en fait, de créer un nouveau Liban. Parce qu'il y a un équilibrage en fait, des forces sur le terrain, ce qui est très important. Okay? On a toujours dit qu'il y a un déséquilibre. Aujourd'hui, il y a un équilibre. On va dire pseudo-équilibre. Et ce pseudo-équilibre doit pouvoir mener à une politique interne solide et surtout une politique économique qui crée la confiance. Confiance, confiance, confiance. Comme on dit en arabe. Et seule la confiance peut recréer l'économie. Seule la confiance peut recréer un plan de restructuration du secteur bancaire. Seule la confiance peut recréer un plan pour restituer au mieux l'argent des déposants et créer la croissance. Parce que quand vous restituez l'argent ou vous créez de l'argent, vous créez un pouvoir d'achat, vous créez une croissance et l'équation de la croissance fonctionne. Et c'est ça ce qu'il faut. Pour l'instant, on n'est pas en train de réfléchir comme ça, Maurice. Malheureusement, on a cette opportunité, on a 2 mois devant nous. Soit on passe, soit à mon avis, ça va casser. Donc, encore une fois, malheureusement, et les gens ne vont pas être accountable. Personne n'est accountable au Liban. Il faut une justice. Une justice. Mais vous voulez dire que dans le contexte de changements régionaux et internes, il faut espérer une année qui peut être marquée par une certaine amélioration. Une transformation positive, on va dire. J'espère. Parce que soit cette année, le Liban est rapide à réagir. C'est tout petit, hein, le Liban. Vous faites un petit changement, automatiquement, il bouge dans un sens ou dans un autre. On a vu ça en 2024. Là, il y a eu une petite croissance fin 2023-2024.
alors que personne, moi-même, je ne m'y attendais pas. C'est la résilience et la force et l'efficacité du Libanais, hein, de l'homme d'affaires libanais. Au niveau économique, quelle est l'importance de l'élection présidentielle et de la formation d'un gouvernement efficace? À mon avis, il faut un président qui est rassembleur, d'accord, qui peut prendre cette opportunité d'équilibre entre les différentes forces pour en faire une force commune qui avance. Mais, ce président ne réussira jamais s'il n'a pas avec lui un Premier ministre aligné dans cet objectif. Ça suffit d'avoir des présidents avec des premiers ministres non alignés. On a eu ça pendant 15 ans, comme vous savez, ça aboutit à un désastre. D'accord ? Aujourd'hui, il faut un alignement, au moins pendant quelques années, 1 ou 2 ans, pour mettre le Liban sur les rails économiques et créer de la croissance. Une fois que vous créez de la croissance, vous créez de la valeur. Une fois que vous créez de la valeur, le pouvoir d'achat augmente et les gens sont heureux. C'est très important. Le bonheur est une équation non mathématique dans l'économie. Et beaucoup de rapports économiques parlent aujourd'hui du bonheur du consommateur ou du peuple. Le bonheur est très important. Le Libanais est triste. Alors, bien sûr, il sort, il fait la fête, c'est des pics. Mais en gros, c'est pour en fait oublier. Oui. Donc, quelles sont les priorités du nouveau mandat présidentiel et du gouvernement au cours de l'année 2025? Parlons de priorités. Priorité, à mon avis, il faut restructurer le secteur bancaire immédiatement. Ça, c'est un. Okay? Il y a une loi, on n'a pas besoin de loi, Maurice. Il y a une loi qui s'appelle la 2/68. Okay? J'appelle le gouverneur de la Banque centrale qui m'a dit qu'il attendait la fin de Raza. On ne peut pas attendre la fin de Raza. Okay. Le Liban est un pays à gérer. Donc, restructuration. Restructuration. Il y a une 28/67 qui permet de le faire. On n'a pas besoin de nouvelles lois. 2, essayer de sortir du cash économie. 3, trouver une solution pour les déposants pour créer de la valeur et le pouvoir d'achat. 4. C'est pas difficile, hein? Et je vais vous dire comment si vous voulez. D'accord, 4. Okay. 4, il faut que on soutient en fait le secteur privé par des injections d'argent parce que seul le secteur privé peut faire avancer l'économie. N'oublions pas, pourquoi j'insiste sur le secteur privé et les déposants? Parce que les uns consomment, les autres produisent. C'est comme ça que marche l'économie. Le secteur privé, c'est très simple. Plus il est petit, moins le budget de l'État peut être rentable. Très bien. 5, au niveau des finances publiques. Plus il est grand, plus donc l'État doit soutenir. Au niveau des finances publiques, 5. Au niveau des finances publiques, il faut revoir en fait toutes les dépenses et restructurer toutes les caisses qui sont noires ou autres, toutes ces dépenses inutiles. Okay? Donald Trump a mis Elon Musk pour restructurer le secteur public. Il nous faut un Elon Musk pour restructurer le secteur public. Et 6, au niveau des réformes structurelles, au niveau de la... Alors, il faut la justice. Contrebande, justice, l'électricité, caisse... OK. L'électricité, on la voit depuis quelques jours, depuis une semaine ou 2. Ça commence à venir, quelques heures. Alors, pas parfait, mieux que rien, ça commence. Par contre, le plus important... c'est la justice. La justice. Tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'accountabilité. Et quand il n'y a pas d'accountabilité, le voleur va voler de nouveau. La personne qui a fait en fait le mal va le refaire. Il n'y a pas d'accountability. Ça, c'est un gros problème. Première chose, si vous voulez mon avis, même avant toutes ces structurations de la justice, okay, on a besoin d'un état de droit et on peut le faire pour la première fois parce qu'il y a un équilibre des forces. Et tout le monde veut construire, tout le monde est dans ce mindset. Je veux mon pays, bien sûr, mes propres partisans, bien sûr, mais le Liban aussi. Ce qui n'était pas cet objectif. Le seul objectif n'était pas cela il y a encore un an ou plus. Donc oui, justice, économie, et solidité et militaire. Il faut que l'État puisse contrôler le pays de manière souveraine. Okay? Tous les borders, l'aéroport, le port, les différents points de douane entre les différents pays, que ce soit les points de douane officiels ou non officiels, il faut tout contrôler. Parce que si l'État ne contrôle pas ses frontières, on n'est pas un État. On est un pays de contrebande. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Bien voilà, donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Nicolas Chirhani. Vous êtes expert en économie et en finance. Merci Maurice et joyeux Noël à vous et à tous les téléspectateurs. Merci, donc on arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir
nos épisodes sur les réseaux sociaux. Au revoir.